De votre présence. On va donc parler d'intelligence collective. Je vais commencer par me présenter très brièvement. Donc David Leblanc. Je suis cofondateur d'un blog qui s'appelle Shy Robotics, qui traite de l'innovation et de la robotique. Auteur du livre Smart World, qui porte sur le processus d'innovation. Co-créateur de Show Me the Maker, qui est une conférence dont je vais parler un peu plus tard. Et fondateur de la société Line Up, après avoir passé quelques années dans l'aéronautique, en tant que chef de projet dans l'innovation. Pour commencer la conférence, je voulais commencer par vous faire part d'un témoignage que j'ai eu, qui est assez représentatif de l'effet de l'intelligence collective, qui est celui d'une enseignante, une professeure des écoles à Kiel en Allemagne, qui, à la rentrée 2018, a accueilli un petit lituanien de 6 ans dans sa classe. Et ce petit lituanien ne parlait pas du tout allemand. Donc c'était assez compliqué pour lui de parler avec ses camarades. Et quand la professeure, qui a témoigné, a commencé à lui parler, donc elle lui a parlé en allemand, et lui lui a répondu en anglais. Et un anglais qui était à un niveau relativement bon pour un enfant de 6 ans. Donc sur le coup, ça l'a un peu étonné, mais elle a relativisé parce que bon, il est lituanien, donc peut-être que sa famille voyage et a l'habitude aussi de l'international. Et quelques mois plus tard a eu lieu la réunion parents-professeurs. Et donc la professeure a fait part un peu de son étonnement par rapport au niveau d'anglais de l'enfant. Et les parents n'étaient pas au courant que l'enfant parlait anglais. Donc en fait, l'enfant avait appris à parler anglais sur Internet en jouant à des jeux, en regardant des vidéos YouTube, et ça dans le dos des parents. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez représentatif de la société qui émerge depuis quelques années, de la génération Y. Ça remet en cause un certain nombre de choses comme qu'est-ce que c'est qu'un diplôme, qu'est-ce que c'est qu'une certification, à partir de quel moment on peut dire qu'on est compétent, qu'on n'est pas compétent, parce que la connaissance, elle est ultra accessible, et même jusqu'au savoir-faire, et on va voir ça ensuite. Donc c'est loin d'être un cas isolé. Il y a quelques années, c'est Sugata Mitra qui a réalisé une expérience en Inde. Il est allé dans un village complètement isolé, où les personnes ne parlaient pas non plus du tout l'anglais, où ils parlent leur dialecte. Il est allé voir un groupe d'enfants de 12 ans et il leur a donné un ordinateur avec des cours de biotechnologie en anglais, donc à des enfants de 12 ans. Et donc il les a laissés avec l'ordinateur pendant 2 mois et lui il s'est absenté. Et lorsqu'il est revenu, il s'adresse aux enfants et il leur a demandé est-ce que vous avez réussi à utiliser l'ordinateur? Est-ce que vous avez appris des choses? Et les enfants, sur le coup, ont répondu qu'ils n'avaient absolument rien compris, que c'était trop compliqué, l'ordinateur. Enfin, voilà, ils ont fait part des difficultés qu'ils avaient pu avoir. Donc ça a un peu étonné Sugata Mitra parce qu'ils avaient vraiment l'air de ne pas avoir essayé d'utiliser l'ordinateur. Jusqu'au moment où il y a une petite fille parmi le groupe des enfants de 12 ans qui lui explique qu'à part le fait qu'une mauvaise réplication d'une molécule d'ADN peut générer des maladies génétiques, nous n'avons rien compris. Donc ils avaient en fait appris l'anglais et un peu de génétique. Donc c'est aussi quelque chose qui peut impressionner, et ça parce que l'ordinateur avait déjà des cours embarqués, mais il avait un accès à Internet. Donc, et ça, c'est une introduction
à l'intelligence collective, et maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet. J'ai essayé de rendre ça le plus abordable possible, mais venant du monde informatique, il y a peut-être des choses qui me paraissent évidentes et qui sont... Donc n'hésitez pas à froncer les sourcils si jamais, si jamais je pars un peu trop loin. Donc, la première question avant de parler d'intelligence collective, c'est de se demander qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Wikipédia dit que l'intelligence, c'est la capacité de comprendre, d'apprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles. Notez que j'ai choisi Wikipédia. Pour l'intelligence collective, c'était la moindre des choses. Et moi, en bon informaticien, j'ai résumé ça en faisant la comparaison avec un ordinateur. Donc j'ai pris un cerveau et je me suis dit finalement, l'intelligence, c'est la partie traitement du cerveau, puisque on a donc le cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va capturer de l'information. Donc quand on parle avec quelqu'un, on capture l'information de ce que la personne nous dit. Lorsqu'on se balade dans un environnement, il y a l'air qui vient sur notre peau, on a une sensation de température. Il y a tout un tas de choses que notre cerveau capte. Il le traite, il archive l'information, donc il la mémorise. Il mémorise également la conclusion du traitement. En mémoire, et donc derrière il y a une action qui est déduite. Par exemple, si j'ai froid, je vais me couvrir. Si quelqu'un me parle, je vais répondre. Donc voilà, j'ai résumé ça à l'intelligence, à juste la partie traitement. Et l'intelligence collective, j'ai résumé ça à... j'ai pris la définition de Wikipédia, qui est la capacité d'une communauté à faire converger intelligence et connaissance pour avancer vers un but commun. Donc, dans l'intelligence collective, on inclut la capture de l'information, les actions et la mémorisation. Donc, ça couvre un peu plus de choses au niveau du cerveau. Et donc, le but commun, ça peut, par exemple, aller boire un verre. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un jus de pomme. Et donc, donc là, on est dans un exemple avec deux personnes. Donc, elles disent, on va boire un verre. En fait, il y a un premier problème qui se pose ici, c'est qu'on est avec deux personnes. Et les deux personnes ont leur point de vue. Pour l'une, ça peut être le jus de pomme, pour l'autre, ça peut être un café. Donc déjà, il y a un niveau d'interprétation entre deux personnes, et on peut imaginer ce que ça donne sur des projets, sur des choses un peu plus complexes qu'aller boire un verre. Donc chacun a sa vérité, chacun voit à travers un prisme. Et ce que moi, j'ai résumé ça dans Smart World, donc le livre que j'ai écrit, à l'iris du contexte, qui rassemble tout un tas de choses, donc par exemple la culture, les habitudes, les valeurs, ce que représente l'éthique, la morale, l'environnement dans lequel on évolue, quelqu'un qui évolue dans un environnement, par exemple une entreprise dans l'électronique en France qui parle à une entreprise indienne ne va pas avoir exactement la même réflexion. L'entreprise indienne, elle peut se demander comment on fait les câbles, alors qu'en France, on les commande. Voilà, en fonction de la culture, on peut voir vraiment les choses très, très différemment. Donc ça, c'est ce que moi j'ai appelé l'iris du contexte, tout ce contexte. Donc comment on fait pour se comprendre? En fait, il y a l'empathie. Et l'empathie, donc, ça consiste à se mettre à la place de l'autre, à essayer de voir s'il a compris notre message, à un peu se mettre... essayer de faire en sorte que l'autre comprenne le message et aussi de comprendre ce qu'il a à dire. Et c'est ça qui crée le lien entre deux personnes. Et le lien, qu'est-ce que c'est dans ce contexte de communication? Le lien, c'est d'abord la capacité de synthèse. Donc j'ai compris le monde de l'autre et je vais utiliser des mots qu'il est capable de comprendre. Je vais minimiser le nombre de mots que je vais utiliser parce que si le message, je veux le transmettre en 1 minute, je vais pas lui refaire un cours sur le sujet que j'aborde avec lui. Donc il faut réussir à être synthétique. Après, une fois qu'on réussit à raccourcir le message, il faut s'adresser dans un référentiel commun.
Donc le référentiel commun, ça peut être des normes, ça peut être des procédures, voilà, c'est tout un tas de choses qui s'implantent en fait dans nos habitudes. Hein. C'est de la politesse, ça peut être voilà, c'est tout ce qui régit la manière dont on va exprimer les choses. C'est le référentiel. Ensuite, il y a le protocole. Dans ce référentiel, est-ce que je vais plutôt parler en anglais, en français, en allemand ou en message codé dans certains cas? Après, le message, il faut qu'il passe entre les deux personnes. Donc il y a un support. Le support, ça peut être, comme ici, une conférence. Ça peut être une discussion entre deux personnes, donc directement le discours oral. Mais ça peut passer par des technologies. Le téléphone, un chat, un email. Donc ça, c'est le support. Et après, on a parlé d'empathie. Quand on s'adresse à quelqu'un, on n'est pas forcément compris du premier coup. Donc il y a un apprentissage. Donc il faut rester à l'écoute. Et ça, donc c'est des outils qu'on a, on vérifie que l'autre est bien compris, on le fait répéter avec ses mots. Voilà, il y a tout un tas de choses. Et tout ça, c'est ce qui constitue le lien entre deux personnes. Et la qualité du lien, elle est très dépendante de la confiance ou de l'intérêt qu'on a vers l'autre personne. Parce que on a beau respecter toutes ces choses, si on n'a pas réussi à susciter l'intérêt chez l'autre personne, elle ne va pas nous écouter. Donc il faut mettre en place un intérêt ou une confiance en fonction du lien qu'on souhaite créer. L'intelligence collective, on peut la mesurer sur 6 critères. Le premier critère, c'est la connaissance. Alors on pourrait se dire, l'intelligence collective, donc c'est une intelligence en collectif, donc on va additionner les connaissances du collectif. Non, en fait, c'est les connaissances qui sont mises au service du collectif parce qu'on ne partage pas forcément tout avec le collectif. Donc on ne peut pas additionner toutes les connaissances de tout le monde et dire voilà, c'est ça l'intelligence collective. Il faut qu'il y ait une circulation. Donc on a le niveau de connaissance qui est partagé. Ensuite, on a la coordination, donc la capacité à se coordonner autour de tâches. Donc ça peut être un projet, mais ça peut juste être sur l'autoroute. On sait qu'il y a des bouchons à une certaine heure, donc on va partir plus tôt ou plus tard. Et ça, c'est de la coordination. Ensuite, il y a la coopération. On est aujourd'hui capable de travailler à des centaines de milliers de personnes autour de projets parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on a intérêt à travailler pour ce projet, même si on ne connaît pas nos interlocuteurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique. Ensuite, il y a la diversité. À quel point on est tous différents dans le groupe. On a chacun des histoires et des origines différentes. Il y a l'indépendance, donc les connaissances qui sont propres à chacun, donc qui se superposent en fait à la diversité, mais plus en termes d'action, qu'est-ce que je suis capable de faire, etc. Et enfin, il y a la décentralisation. La décentralisation, c'est à quel point on est autonome les uns par rapport aux autres, à quel point on prend des décisions communes. Par exemple, pour mesurer ce critère, si on regarde une démocratie, c'est quand même beaucoup plus difficile de travailler ensemble que dans un État totalitaire. Parce que dans un État totalitaire, il y a un ordre, on exécute, et puis voilà. En démocratie, il faut discuter, il faut prendre le temps de sonder tout le monde. Donc il y a aussi différents niveaux. Après, on parle aussi de démocratie parfaite, imparfaite, enfin, on peut rentrer dans le détail. Voilà. Donc ça, c'est 6 critères qui sont mis en avant pour l'intelligence collective. Il y a quelque chose de très intéressant que j'ai eu l'occasion de lire dans le livre Sapiens, qui est très intéressant, qui parle de l'humanité, qui parle entre autres à un moment donné d'intelligence collective. Et ce qu'il en dit, c'est que la caractéristique véritablement unique de notre langage, c'est la capacité de transmettre des informations non pas sur des hommes et des lions, donc des choses concrètes, mais sur des choses qui n'existent pas. C'est la fiction qui nous a permis d'imaginer des choses, mais aussi de le faire collectivement. Là, on pense aux avions, aux voitures, au nucléaire, à toutes les industries qui existent, qui rassemblent des milliers de personnes et qui sont, en fait, qu'on a inventées. Donc on a été capable de faire ça et c'est quelque chose qui est assez spécifique à l'espèce humaine. Donc après, là, on avait donné l'exemple de 2 personnes qui allaient boire un verre ensemble. Donc on était dans un niveau de complexité qui est assez simple, c'est 2 personnes, donc un lien. On peut augmenter le niveau en rajoutant une personne.
Là, si on cherche une activité où on voit 3 personnes, on peut imaginer le tennis où on a 2 joueurs qui s'affrontent et un arbitre. Et là, dans ce cas-là, on a 3 liens. Donc vous remarquerez qu'à chaque fois, j'ai mis le poids moyen des cerveaux. Donc là, on a 3 liens pour 3 personnes. Donc jusque-là, bon, ça va encore. On arrive à travailler à 3 personnes et à s'imaginer un échange entre 3 personnes. On ajoute une personne, ça fait 4. Donc ça a 4 personnes, on a 6 liens, donc on voit que le nombre de liens commence à augmenter un peu plus vite que le nombre de personnes. Et ces liens, c'est ce qui représente vraiment la complexité dans l'échange, parce que plus il y a de personnes, et plus il faut échanger avec tout le monde. Là, on peut, dans la réalité, on peut s'imaginer une petite entreprise avec un service externalisé qui fonctionne avec 4 personnes qui se coordonnent. Ensuite, on augmente encore le niveau de complexité. Cette fois-ci, on est à 5 personnes. Là, on a 10 liens, donc on a déjà doublé le nombre de liens. Là, on peut imaginer un groupe d'étudiants qui construit un robot ensemble. Donc, qui arrive à s'organiser à 5 pour réaliser le robot. Après, on peut toujours augmenter. Et là, on passe directement à l'échelle de la Terre. Et pour 7,7 milliards d'êtres humains, on est à 29 644 milliards fois 10 puissance 6 de liens, ou 11 milliards de kilos. Donc ça donne une idée du nombre de liens qu'il faudrait créer si on voulait seul échanger avec toute la population mondiale. Et en fait, cette complexité, elle a une histoire et une chronologie. On n'a pas toujours été dans un monde aussi complexe. Et ça a son importance pour la suite. Avant l'an 0, il y avait 190 millions de personnes sur la Terre, donc 190 millions rapportés aujourd'hui. C'est finalement pas grand-chose. Et quand on pense aux philosophes, Platon, Aristote, ils étaient avant cette période-là, donc avec un niveau de complexité qui n'était pas celui d'aujourd'hui. Donc ça fait aussi relativiser. Le niveau de complexité par rapport à cette époque-là, par rapport à l'an 0, il a été multiplié par 164 238%. Donc c'est quand même considérable. Et ça s'est fortement accéléré. Là, vous avez la présentation en fait, de l'augmentation annuelle du niveau de complexité. Dans les années 50, on est passé de 3,2% de complexité à 8% par an. Et récemment, on est passé à 11% de complexité. Donc la complexité, c'est vraiment le nombre de liens qu'il faudrait créer si on voulait échanger avec toutes les personnes présentes sur Terre. Donc c'est proportionnel, proportionnel à l'augmentation de la population sur la planète. Donc la complexité, on la manage, on la gère. Comment on fait pour gérer cette complexité? Il y a des pays, donc il y a des représentants des pays. Tout le monde au sein d'un pays ne représente pas son pays vis-à-vis de toute la population d'un autre pays. Il y a des représentants, donc ça peut être des ambassadeurs, ça peut être un président, des ministres, ou ça peut être des chefs d'entreprise, ou enfin, des personnes qui représentent leur pays. Ça peut être, donc on peut avoir un niveau régional, on a une organisation aussi par entreprise, il y a des entreprises qui sont internationales, donc qui échangent avec une entreprise d'un autre pays ou directement avec le pays. Donc on a organisé cette complexité en nous mettant dans des boîtes. Et aussi en créant en créant le droit et tout ce qui est relatif au droit. Donc là, c'est la pyramide, la hiérarchie des normes, avec au centre les lois. Cette complexité, on la manage aussi au quotidien à travers les différents cercles qu'on fréquente. Donc il y a les cercles entrepreneuriaux, les cercles thématiques, les cercles d'amis. Enfin voilà, il y a différents cercles et des fois entre les cercles, il y a des connexions qui se font parce que on dit ah ben tiens, je connais un tel qui pourrait t'aider, puis on court-circuite un cercle en quelque sorte. Au sein d'une entreprise, ça correspond à la création d'une hiérarchie ou d'une organisation et aussi à la création d'une chaîne de valeur.
Donc savoir qu'est-ce qu'on produit et comment on le produit de façon efficace et efficiente. Et au niveau des entreprises, ce qui est intéressant, donc là on parle de chaîne de valeur, ce qui est intéressant c'est quand on prend un peu de recul et qu'on regarde plutôt les réseaux de valeur. Les réseaux de valeur, c'est ce qui prend en compte la réalité des individus. Parce qu'on a beau être dans une hiérarchie, des fois celui qui est tout en bas, il connaît le grand patron, ou deux personnes ont une activité sportive avec le CE, ou il y a des connexions qui se font en fait au-delà de la hiérarchie des entreprises. Et aussi, les entreprises ont leur réseau de valeur avec les fournisseurs, avec leurs clients, etc. Et donc, à partir du moment où on pense réseau de valeur, on ne va plus penser à des individus ou à des entreprises, on va penser à des nœuds. Un nœud pouvant être un individu, un groupe d'individus, une entreprise, un pays, etc. Donc, on va juste penser en termes de nœuds. Et c'est entre les nœuds qu'on va créer des liens. Et ces nœuds, en fait, ils sont soumis à la même chose que les individus entre eux, puisque au niveau d'une entreprise, il y a aussi des cultures d'entreprise. Au niveau d'un pays, il y a aussi une culture et une histoire partagée au sein d'un pays. Il y a des pays où c'est plus marquant que d'autres. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les pays à fort contexte, comme le Japon. Au Japon, quand deux personnes échangent entre elles échangent très peu d'informations parce qu'elles partagent une histoire commune très forte. Donc il y a moins d'informations à partager. Si on va aux États-Unis, ils ont une langue qui est très simple. Si on compare l'anglais américain et l'anglais britannique, ça n'a rien à voir. Ils ont une langue très simple et ils vont beaucoup plus dans la précision parce qu'ils sont habitués à la diversité. Donc ça, c'est une partie de la culture qui change beaucoup de choses dans les relations. Donc, pour dire à quel point finalement on peut parler d'un individu comme on peut parler d'un groupe d'individus de la même façon quand il s'agit du contexte. Donc là, on a des entreprises qui peuvent travailler ensemble au sein d'un même pays, entre deux continents. On peut imaginer des systèmes un peu plus complexes avec des fournisseurs un peu partout dans le monde. À partir du moment où on a des fournisseurs un peu partout dans le monde, les liens qui sont créés sont aussi dépendants de liens d'un niveau supérieur, puisque les pays ont des accords entre eux, les communautés européennes, les États-Unis ont des accords entre eux aussi. Et donc ça aussi, ça ajoute de la complexité. Et c'est tout ça qui fait que aujourd'hui, on a des avions, on a des fusées, on a des smartphones. On a réussi à faire de façon collective un ensemble de choses qui n'auraient absolument jamais été possibles si on était chacun resté dans notre coin. C'est le cofondateur de KissKissBankBank qui est KissKissBankBank, c'est une société de financement participatif. Notamment, c'est celle qui a financé le film Demain que vous devez connaître. Donc Vincent Ricordo, lui, dit « On nous a vendu l'idée qu'on était des êtres individualistes, c'est faux, on est des animaux empathiques, sinon on habiterait tous dans des grottes individuellement, c'est la société telle qu'on la connaît aujourd'hui qui nous pousse dans des cases d'une pyramide et nous demande de grimper. » Donc ça, il a dit ça lors d'un discours lors de conférences TED. Donc maintenant, on peut se poser la question, finalement, donc on a parlé des liens, on a parlé de nœuds, mais finalement, comment se créent ces liens? Il faut qu'il y ait un intérêt à ce que ces liens se créent. Et la création des liens, c'est d'abord lié à la valeur perçue. Est-ce que je vais m'intéresser à l'interlocuteur qui essaie de s'adresser à moi? Est-ce que j'ai un intérêt à avoir un contrat commercial avec une entreprise, etc. Ce qui influence aussi la valeur perçue, c'est l'effort d'adoption. Si je lui achète son truc, combien de temps je vais mettre pour apprendre à l'utiliser? Est-ce que finalement ça ne va pas me faire perdre du temps et de l'argent? Est-ce que je n'ai pas intérêt à rester sans lien avec cette personne ou cette société? Et après, il y a la valeur de l'échange. Donc, la valeur de l'échange, c'est ce qu'on va finalement mettre réellement, donc à investir dans la création du lien et à quel point on va développer ce lien. Donc, on peut imaginer des partenariats, des commandes auprès de fournisseurs, etc. Il y a une entreprise qui a très bien compris la valeur des liens.
c'est Google avec le PageRank, donc qui est l'algorithme que Google a créé au tout début et qui n'a pas cessé de s'améliorer et de se complexifier au cours du temps. En fait, ça part d'un principe très simple qui est la popularité des pages web. Donc une page web sur laquelle plein d'autres pages web pointent. Donc il y a des liens sur les autres pages web qui pointent vers cette page web centrale. Ça veut dire qu'elle est populaire, ça veut dire qu'elle est crédible, et donc c'est celle-ci que je vais faire ressortir dans les résultats de recherche. Et vis-à-vis des mots-clés qui sont présents sur cette page, je vais donner plus de valeur lors d'une recherche sur Google à cette page pour la faire ressortir en tête. Alors le problème par rapport à ce mode de sélection, ce mode de classement, c'est qu'il peut être détourné. Il y a certaines pages web qui font le buzz parce qu'elles il y a une certaine originalité ou elles génèrent une émotion. Et donc, Google va donner de la crédibilité à une page qui n'aurait jamais dû en avoir. Donc il y a eu des détournements et il y a même des sociétés qui se sont spécialisées pour créer des sites internet qui vont ressortir en tête de liste sur Google. Donc du coup, Google change d'algorithme tous les ans maintenant. Donc finalement, donc on voit à peu près la valeur des liens, comment ils se créent. Donc on voit que finalement la création d'un lien, c'est pas si objectif que ça. Il y a un peu de subjectivité et il y a quelqu'un qui s'appelle Robert Cialdini qui a relevé 7 leviers d'influence qui peuvent motiver à la création de ces liens. Donc en fait c'est dans nos choix quotidiens. Hein. Donc je ne vais pas tous les faire, mais il y en a qui sont assez connus, qui sont la réciprocité. La réciprocité, c'est par exemple lorsque vous vous rendez dans un garage automobile, que le concessionnaire vous offre un café et que comme il vous a offert le café, vous vous sentez redevable et vous lui achetez une voiture. Bon, l'échange, il n'est pas très équitable, mais en fait, c'est un vrai, comment dire, c'est quelque chose qui fonctionne réellement. Qui est réellement utilisé, c'est on fait un petit cadeau et l'effet de réciprocité a une action sur le cerveau qui fait qu'on se sent redevable et on a envie de sélectionner la personne qui nous a fait le petit cadeau. Bon, sur les marchés de Noël, on voit aussi, on voit pas mal ça, les commerçants qui font des cadeaux et du coup après on se sent obligé de leur acheter parce qu'ils nous ont quand même donné quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Après, il y a la preuve sociale. La preuve sociale, c'est tout le monde a un smartphone autour de vous, vous vous sentez obligé d'en acheter un. À l'inverse, vous devenez végétarien et autour de vous, tout le monde consomme de la viande. Il va falloir que vous le défendiez parce que vous avez une sacrée pression autour de vous. Après, il y a on peut citer la rareté. La rareté, c'est la loi de l'offre et la demande. Hein. C'est plus il y a de demande pour quelque chose qui existe en petit nombre et plus le prix s'élève. Donc ça influence, quand on fait une réduction de 50% sur quelque chose de rare, on se dit c'est peut-être le moment d'acheter. Puis pour finir, peut-être l'autorité. On l'a vu à la télé, donc forcément c'est bien. Donc c'est l'exemple du principe d'autorité. Donc finalement, on se rend compte que les liens sont quand même... Il y a quand même une grosse part de subjectivité, on est quand même vachement influençable. Donc là, on peut se demander finalement, est-ce qu'on est fiable? Est-ce que le collectif, la manière dont il s'est construit, c'est si fiable que ça? En fait, il y a des questions qui se posent sur la fiabilité des foules. Donc il y a des personnes qui trouvent que les foules sont très intelligentes et très fiables, et d'autres qui les trouvent complètement stupides et manipulables. Et finalement, quand on lit les deux aspects, en fait, il n'y a pas vraiment de contradiction. Tout se lit parce que les arguments ne sont pas placés au même endroit. Donc c'est assez intéressant d'observer les deux côtés. Au niveau de la fiabilité, on peut citer l'exemple de Galton qui s'est rendu sur un marché et il y avait un pari sur le poids d'un bœuf pour le garder. Et alors c'était 787 personnes qui ont émis des paris pour deviner le poids du bœuf. Et donc Galton a
a bien noté tous les paris et il s'est rendu compte que la médiane, elle donnait le poids exact du bœuf. Donc en gros, la foule avait globalement trouvé le bon poids. Donc ça, c'est une expérience qui est intéressante et qui a été renouvelée à plusieurs reprises, c'est pour ça que c'est cité. À côté de ça, il y a la stupidité des foules. Alors j'ai mis un peu plus de choses parce que derrière, je vais contrebalancer du côté de la fiabilité et tout le côté positif, donc il faut bien appuyer sur le négatif là. Donc, au niveau de la stupidité des foules, ce qu'on constate, c'est que plus l'intelligence collective augmente et plus l'intelligence individuelle diminue. Donc, plus on se regroupe et moins on est intelligent, entre autres. Et ce qu'on constate avec Internet, c'est qu'il y a de plus en plus d'informations partagées, à tel point que on parle de temps de cerveau disponible pour l'information. On a de plus en plus de mal à gérer la quantité d'informations qui nous arrivent sur Internet ou autour de nous. À cause de cette massification de l'information, on en vient à changer notre façon de traiter l'information. Il y a une époque où mémoriser l'information, c'est très important. Le par cœur, c'était très important. Maîtriser la connaissance, c'était très important. Et aujourd'hui, on donne beaucoup moins d'importance à la mémorisation. Par contre, on donne une grande importance à l'indexation de l'information. C'est-à-dire être capable de savoir où on avait trouvé l'information, où la chercher. Bon, il y a aussi des outils comme Google qui nous permettent de pas non plus mémoriser l'indexation, mais ça c'est autre chose. Mais on est beaucoup plus dans l'indexation aujourd'hui. La conséquence de ça, donc ça c'est l'intelligence collective qui en amène à ça, c'est la génération collective d'une masse d'informations qui fait que la seule façon de gérer cette masse d'informations, avec plein de nouveaux experts qui apparaissent, la seule façon de gérer ça, c'est finalement de devenir soi-même un indexeur d'informations. Le problème de ça, c'est que finalement on ne maîtrise plus le fond de cette information. Et quand on ne maîtrise plus le fond de l'information, on est influençable, on est manipulable. Il y a une technique qui permet de manipuler les personnes de façon à leur faire croire qu'elles maîtrisent le fond de l'information qu'elles possèdent, c'est le storytelling. Donc moi j'ai ajouté d'influence parce qu'aujourd'hui il y a du storytelling aussi, des conférences qui sont inspirantes, etc. Le but n'est pas la propagande, donc c'est pour ça que j'ai ajouté le mot influence, mais normalement c'est storytelling simplement. Et le but du storytelling, c'est d'influencer par le récit. Donc on trouve un fil conducteur, une histoire cohérente, qui suit le schéma d'une histoire classique. On fait un choix lexical, un choix de champ lexical. Par exemple, pour la finance, on va plutôt choisir le vocabulaire qui se ramène à la guerre. Dans l'écologie, on va choisir un vocabulaire qui se ramène au collectif. Chez les maraîchers, on va choisir le champ lexical de la fraîcheur. Donc pour enrober en fait le discours du storytelling. Après, on va choisir des images, des métaphores qui sont relatives au quotidien. Parce que quand ce sont des experts qui s'expriment, le public connaît pas forcément bien le vocabulaire. Et du coup, la métaphore, l'utilisation de choses du quotidien pour soutenir un discours, c'est très utile. Le problème, c'est que du coup, après, toute la réflexion se fait sur l'objet de la métaphore et puis sur le fond réel. Donc c'est très pratique pour manipuler aussi. Donc si on choisit bien la métaphore ou l'image. Ensuite, on a l'utilisation d'un langage non spécifique. Le langage non spécifique, c'est un langage qui permet à la foule d'interpréter le discours dans son sens propre. Donc c'est assez fort, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Je vais dire une phrase et en fait chacun d'entre vous va pouvoir interpréter la phrase à sa manière en croyant que tout le reste de la foule a compris la même chose. Et l'idéal, c'est quand l'interprétation va dans le sens de l'orateur. Et enfin, et ça c'est quelque chose d'assez important, le discours du storytelling est centré sur les émotions. L'idée, c'est de créer des émotions parce que c'est ça qui convainc. Il y a quelqu'un qui a très bien compris donc toutes ces mécaniques d'influence, de storytelling, etc. C'est Édouard Bernays, donc rien à voir avec la sauce, qui est le père des relations publiques. Donc ça a été renommé relations publiques, mais à l'origine ça s'appelait propagande de masse. Il y a une époque où propagande, il n'y avait pas une connotation négative comme aujourd'hui. Édouard Bernays, c'était le neveu
le double neveu de Freud, qui est le père de la psychanalyse. Donc, bon, il était assez bien entouré pour imaginer des choses en termes de propagande de masse. Et un exemple qui est souvent mis en avant et qui est assez représentatif de ce qu'il a été capable de faire, Bernays. On était à l'époque où il y avait, où commençait l'émancipation de la femme. Il y a une société de cigarettes qui est venue vers Bernays et qui lui a dit « c'est quand même bête, il y a 50% de la population qui ne consomme pas de cigarettes, ce serait bien de doubler notre chiffre d'affaires d'une façon ou d'une autre ». Et Bernays, il s'est dit « j'ai une idée, la cigarette c'est pour les hommes, ça peut être un bon argument de dire à des femmes de fumer pour montrer qu'elles veulent être à l'égal des hommes ». Et donc, il est parti là-dessus. Il a créé quelques événements, par exemple, dans un parc. Il a dit à un groupe de femmes d'allumer leurs cigarettes de façon simultanée. Comme par hasard, il y avait la presse qui était présente, etc. Et ce qui a fait beaucoup parler, puisque c'était pas trop autorisé à l'époque. Et donc, les femmes avaient l'impression de s'émanciper, puis les sociétés de tabac s'émancipaient aussi très bien. Donc voilà, c'est un exemple d'action qu'il a fait et en fait c'est vraiment lui qui a déclenché tout ce genre de choses. Par exemple, quand vous créez une entreprise, que vous voulez, donc vous cherchez votre élément de différenciation et vous demandez à un expert de rédiger un article qui soutient, je ne sais pas, quelque chose de nouveau en sciences, mais qui est très focalisé sur votre ligne directrice à vous, qui vous différencie par rapport au marché. Donc le magazine va publier l'article, les lecteurs vont voir un article d'expert intéressant, je ne sais pas, de science ou autre, et en réalité, en lisant cet article, vous allez être forcément influencé et orienté vers la société qui se différencie vis-à-vis de ce qui a été traité dans l'article. Donc ça, c'est un autre exemple de ce qu'il a inventé. Pendant l'écriture de Smart World, j'ai remarqué quelque chose qui m'a un peu fait rire. En fait, on a utilisé l'électricité 40 ans. On a utilisé l'électricité pour communiquer 40 ans avant de l'utiliser pour s'éclairer. Du coup, moi, ce que je me suis demandé après tout ce que je viens de vous expliquer, c'est finalement l'humain qui communique. Est-ce que c'est un humain éclairé ? Donc, on revient sur la courbe d'évolution de la complexification dans le monde. Là, c'est vrai que c'est pas très lisible, mais en gros, en même temps que la complexité a évolué, les outils de communication ont aussi évolué. On est passé à moins 300 000 avant Jésus-Christ à l'invention du langage humain, à l'invention de l'imprimerie en 1451, à l'invention du téléphone, et progressivement on est arrivé vers le web 2.0, le web 3.0, puis finalement l'ion-up. Donc ça, c'était tous les moyens de communication. Enfin, quelques exemples assez significatifs de moyens de communication. Tout à l'heure, je disais, est-ce que finalement c'est pertinent de mesurer le niveau de complexité en partant du principe où on est capable d'échanger avec tout le monde sur la Terre? Parce que ça paraît un peu aberrant. Et en fait, non, ça ne l'est pas, parce qu'aujourd'hui, il y a Internet, et il y a un principe dont on n'est pas assez conscient, qui est le principe des avatars. Alors, au-delà du film, en fait, un avatar, c'est une représentation virtuelle de votre personne. En gros, à chaque fois que vous installez une application sur votre smartphone, sur votre ordinateur, à chaque fois que vous vous inscrivez sur un site internet, vous délivrez un certain nombre de données qui sont utiles à l'application, au site internet, etc. Et vous avez autant d'avatars que d'applications. Donc en gros, vous êtes présent en même temps sous plusieurs personnalités sur Internet. Et il y a des personnalités qui sont plus ou moins représentatives de vous. Par exemple, si une application est connectée au GPS de votre smartphone, potentiellement, cette personne est plus proche de vous qu'une application qui a juste pris votre nom et prénom pour vous inscrire. Et en fait, quand on réfléchit bien à la création des liens entre nous, avant Internet, on pouvait nous poser des questions basiques. Je sais pas, par téléphone, ça pouvait être est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait beau par chez toi?
Et donc on répondait, donc on était sollicité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur Internet la température. Donc il y a quelque chose qui s'est superposé à nous. Donc là, c'est un peu indirect parce que finalement, c'est des sites qui référencent la météo, mais on peut aujourd'hui, pour un exemple assez frappant, il y a des sociétés qui se spécialisent dans les chatbots, donc des outils logiciels avec lesquels vous allez pouvoir converser. Mais ces chatbots, ils ont été créés à partir du compte Facebook de personnes qui sont décédées. Et donc vous parlez avec des personnes décédées et le chatbot vous répond comme la personne vous aurait répondu. En fait, l'avatar, c'est une représentation virtuelle de votre personne et ça peut être développé à différents niveaux. Oui. Les chatbots? Alors, il y a des personnes qui, pendant leur vie, utilisent Facebook, vont échanger via le chat avec leurs amis, etc., vont avoir des activités, vont publier sur leur mur. Et tout ça, ça constitue une masse de données avec une cohérence dans les données. Parce que quand on répond, en fait, on répond à des questions, on a des sollicitations, etc. Il y a toute une logique, en fait, dans nos échanges. Et cette logique, Facebook, donc Facebook a les données, et il y a des sociétés qui, avec un groupe de spécialistes en intelligence artificielle, récupèrent ces informations et sont capables d'imiter la personne comme si c'était elle qui échangeait, avec le même vocabulaire, avec la même typologie de phrase. Si la personne écrivait en SMS, ça écrit en SMS, en reprenant le même comportement que la personne lorsqu'elle était en vie. Donc ça donne une idée de jusqu'où vraiment on peut aller aujourd'hui avec l'information qu'on met sur Internet et à quel point Internet a développé cette version avatar de nous-mêmes. Et finalement, ce qui fait qu'on arrive, que ça devient cohérent de mettre en avant le niveau de complexité, c'est parce que les avatars commencent à échanger entre eux. Donc on n'est plus sollicité directement. C'est la donnée qu'on a mis à un instant qui est exploitée pour répondre à un autre avatar et d'une autre personne. Il y a une application, alors ce n'est pas une application que j'utilise, je crois que c'est Snapchat, où on peut voir l'évolution des personnes qui voyagent. Je ne me trompe pas, ouais, ça géolocalise et en fait on voit où les membres de la famille sont. Oui, mais du coup ça marche. Là c'est un exemple d'avatar. Je ne donne pas l'information de où je suis. Je me suis créé un avatar, donc une version logicielle de moi qui informe les autres de où je suis et je n'ai plus aucune action à faire. Donc mon cerveau n'est plus sollicité, j'ai délégué ma charge cérébrale au smartphone. Voilà, c'est un peu l'idée des avatars. Au niveau industriel, le principe s'applique aussi, puisqu'on pose de plus en plus tout un tas de capteurs dans les usines, ou même dans n'importe quelle société, qui permettent de faire des optimisations, de savoir là où on apporte de la valeur, là où on en perd, d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise. On parle d'usines du futur, surtout usines digitales, puisque finalement, l'ensemble de ces données issues de capteurs, ça permet à l'informatique d'avoir une représentation virtuelle du fonctionnement de la société ou de l'usine. Et ça, c'est un avatar aussi. Donc, c'est exactement le même principe. Donc, ça s'applique aussi bien aux individus qu'aux industries. Et après, il y a au niveau des États, des pays, ça va être l'intelligence économique. On cherche des modèles pour détecter là où il y a des tensions, là où il pourrait y avoir des guerres, etc. Donc, après, il y a tout un tas de modèles qui, eux, sont beaucoup plus anciens qu'Internet. Donc voilà, donc finalement, si on prend en compte la complexité qui s'ajoute avec les objets connectés, on n'est plus à 160 000% d'augmentation de la complexité, on est plutôt à 2,4 millions de pourcents. Parce que si les objets aussi se mettent à produire de l'information qu'avant on demandait à des personnes, du coup on peut les considérer comme des individus en quelque sorte, qui fournissent de l'information au collectif. Donc tout ça, c'est intéressant,
Mais qu'est-ce que ça donne quand on se dit, quand on retourne sur l'influence de tout à l'heure? Est-ce que vous avez entendu parler de Cambridge Analytica? Il y a eu un énorme scandale à l'échelle mondiale il y a quelques mois. Je crois que c'était un peu avant l'été. En fait, le Cambridge Analytica, c'est une société qui a utilisé des données, c'est un prestataire de services de Facebook, qui a récupéré les données de Facebook pour les exploiter à des fins qui n'étaient pas prévues au départ. Donc en gros, elle a volé les données pour les exploiter. Et dans quel but? C'est là en fait où ça a fait scandale. C'est que cette société, elle est devenue experte sur une chose, c'est qu'elle s'est rendue compte que lorsqu'on vote, lorsqu'il y a une élection, lorsqu'il y a un référendum, finalement, le pourcentage de personnes sans vraiment avoir d'opinion, il est assez important pour faire la différence. C'est ce qui qualifie cette part de population de personnes influençables. Et si on arrive à convaincre ces personnes influençables de voter d'un côté ou de l'autre, ben on gagne les élections. Et c'est ça qu'a exploité cette société. Et c'est cette société qui a été utilisée dans le cadre des élections américaines pour Donald Trump. C'est cette société qui a été utilisée en faveur du Brexit. Donc ce n'est pas des petites choses. Il y a vraiment derrière les données qui sont mises en ligne sur Facebook, sur LinkedIn, sur peu importe quel réseau, il y a une valeur énorme qu'on sous-estime en fait réellement. C'est quelque chose que j'ai constaté, le Cambridge Analytica, finalement, il n'y a pas tant de monde qui en a entendu parler. Alors que ça impacte notre quotidien, il y a des relations commerciales, il y a des choses qu'on a construites sur des décennies qui sont détruites par un détournement d'un outil informatique qui à la base servait à des étudiants à draguer, quoi. Et du coup, moi il y a une citation que j'aime bien qui est de Napoléon Bonaparte. Le problème avec les citations sur Facebook, c'est qu'il est difficile de savoir si elles sont authentiques. Donc j'ai trouvé sur Facebook. Donc maintenant, là on a vu ce que l'intelligence collective, son influence, ses liens, etc. pouvaient avoir comme impact dans notre quotidien, ce que ça représentait autour de nous. Maintenant on va voir au niveau d'une entreprise ce que ça représente. Il y a quelque chose qu'on a constaté au niveau de l'entreprise. Donc il y a deux choses qui sont importantes, c'est le management et la technologie qui sont centrales au sein de n'importe quelle entreprise. Donc c'est quelque chose de commun. Et on se rend compte que plus la technologie et le management permettent de créer des liens de qualité en interne, en externe, enfin, je rappelle les nœuds et les liens, plus ils permettent de maximiser le potentiel de complexité exploitée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est au début de la conférence, quand je vous montrais les schémas avec le niveau de complexité qui augmente, on ne voyait pas trop la pertinence d'évaluer combien de liens pouvaient être créés sur la base de la population mondiale. Après que je vous ai parlé des avatars et de tout ce qui se suit, maintenant on commence à voir en fait ce que ça veut dire maximiser le potentiel, maximiser l'exploitation du potentiel de complexité. Donc du coup je relis pour simplifier. Donc plus la technologie et le management permettent de créer des liens de qualité, plus ils permettent de maximiser le potentiel de complexité exploité, plus l'intelligence collective grandit et permet d'inventer, de créer, de trouver, d'influencer. Donc en gros, plus l'intelligence collective se développe sur la base de la population existante et plus on peut faire de choses. Au niveau du management industriel, donc ça s'est organisé à travers les différentes révolutions industrielles, à travers les révolutions du management avec Taylor, Ford, avec le lean manufacturing, lean management, anciennement TPS, donc de Toyota. Enfin, il y a tout un tas de choses qui ont permis, grâce au management aussi, d'améliorer. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'histoire du lean manufacturing, c'est que pendant longtemps, on a misé sur la technologie, en se disant c'est la technologie qui va nous aider à produire.
Sauf qu'on voit bien que historiquement, c'est pas vraiment vrai, parce que Taylor et Ford, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment organisé, donc ils ont vraiment travaillé sur le management, et les machines sont venues ensuite. Mais bon, il y a eu une dérive à un moment donné, on s'est dit c'est la technologie qui va nous rendre plus productifs, qui va nous permettre de générer plus de valeur, etc. Et quand le lean manufacturing, qui est beaucoup plus centré sur l'humain, qui valorise en fait les humains tout au long de la chaîne de production, quand lui il est apparu, les concurrents des Japonais ont misé sur la robotisation. Donc ils se sont mis à mettre des robots partout et ils ont dit mais en fait on n'arrive pas au niveau des Japonais, ils doivent être super bons en robotisation. En fait non, ils avaient juste changé le management, ils avaient changé les principes de management. Donc voilà, c'est une petite anecdote. Et en fait, il y a une tendance qui est assez globale. On parle beaucoup d'horizontalisation au niveau des sociétés. L'horizontalisation, donc c'est le passage du vertical à l'horizontal. Le vertical, c'est Ford avec le modèle T, qui cherchait à maîtriser toute la chaîne de valeur de l'entreprise, de l'extraction des matières premières jusqu'à la vente du véhicule. Ça, c'était le modèle vertical. Le problème du modèle vertical, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas occupées à 100% tout au long de la chaîne, puisque le niveau de besoin n'est pas le même à toutes les étapes de la création ou conception d'un véhicule. Donc, il y a eu une volonté d'optimiser tout ça pour faire plus travailler les gens pour moins cher. Donc on a rassemblé ça en pôles, en services, on les appelle comme on veut, ce qui a permis en fait de transformer ces pôles en fournisseurs, en sous-traitants. Ces sous-traitants ont pu travailler pour plusieurs sociétés, donc pour occuper tout leur temps, et ce qui fait que ça a réduit les coûts pour les véhicules. Et donc petit à petit, on a eu des sociétés qui maîtrisaient toute leur chaîne de valeur, qui sont transformées en pilotes, et leurs sous-traitants ont eux-mêmes optimisé leur chaîne de valeur en ayant des sous-traitants. Donc on a des sous-traitants de rang 1, de rang 2, etc. Et tout ça, c'est énormément complexifié, et on arrive aujourd'hui à faire des avions comme la 330 Neo sur cette base-là. Mais qu'est-ce que ça implique, l'horizontal, finalement ? Ça veut dire que le savoir-faire, il appartient plus à la société, il appartient au collectif. Donc ça traverse les universités. Donc les industriels vont dans les universités pour délivrer de la connaissance, et les étudiants peuvent aller dans plusieurs sociétés qui vont avoir besoin de ces connaissances. Ça crée des sous-traitants qui sont non exclusifs et moins coûteux. Ça crée une complexification des maillages et la délégation de responsabilités, puisque les sous-traitants, finalement, ils vont eux-mêmes avoir leurs fournisseurs, ils vont être sous-traitants de plusieurs sociétés, donc finalement, on arrive dans un système maillé, et potentiellement, en prenant du recul, on peut avoir des clients qui sont à la fois sous-traitants de rang 3 et clients finaux. Enfin, on a vraiment un système d'entreprise qui devient de plus en plus maillé. Et face à cette complexité, tout le monde s'y retrouve pas, hein. C'est loin d'être évident. Et donc il y a des structures, qui sont des structures d'accompagnement et de réseaux, qui sont créées pour aider les sociétés et les différents acteurs dans les sociétés à s'orienter. En France, il y a aussi beaucoup de structures publiques qui ont été créées pour ça. Il y a aussi un impact de l'horizontalité, c'est la désynchronisation des objectifs des salariés et des sous-traitants avec les clients. Potentiellement, à partir du moment où le salarié d'un sous-traitant va chez ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, il n'a pas la prime de fin d'année comme les autres collègues avec lesquels il travaille toute l'année. Il n'est pas aussi considéré, il ne va pas évoluer dans les hiérarchies de la société dans laquelle il travaille toute la journée. La considération n'est vraiment pas du tout la même. Donc il y a des choses au niveau de l'humain qui se produisent, qui peuvent avoir leurs conséquences aussi. On constate aussi qu'on a des entreprises qui sont de plus en plus petites mais plus nombreuses. Ça, on le constate surtout au niveau des ETI. Elles réduisent en taille et en fait on a de plus en plus de sous-traitants. Et ça va jusqu'à la plus petite échelle qui sont les freelances. On n'a jamais eu autant d'auto-entrepreneurs qu'aujourd'hui. Et le fait de pouvoir agir comme ça en indépendant et en petite taille de société, ça permet de maximiser le potentiel de complexité qui est exploité. Et ça impacte
notre mode de fonctionnement, la façon dont on pense. Et on parle de... alors, c'est 3 termes que j'ai découverts récemment, hein, mais je vais vous expliquer ensuite ce que ça veut dire. C'est holoptique, panoptique et holomidal. Et ça correspond chacun à une phase de développement dans cette complexité. Donc tout à l'heure, je disais que l'intelligence collective, elle peut être définie sous 6 critères, donc c'est des jauges, hein, c'est plus ou moins, donc là j'ai fait, soit il est respecté, soit pas, mais c'était pour simplifier. Donc au niveau de l'holoptique, l'holoptique, c'est quand on avait la capacité à être spécialisé avec une vision de groupe. En gros, on était capable de travailler en petits groupes, chacun avait son expertise, mais comme on était en petits groupes, tout le monde avait aussi la vision globale. Donc il y avait une cohérence au sein de l'équipe. Après, on s'est dit, finalement, la vision, elle n'a pas besoin d'être partagée avec ceux qui exécutent. Donc on a séparé ceux qui réfléchissent de ceux qui font. Donc ça, c'est Taylor, c'est Ford. Et depuis peu, on est rentré dans ce qu'on appelle l'intelligence collective holomidale. C'est cette horizontalisation, c'est l'utilisation des réseaux sociaux, d'Internet, de tous les outils dans les sociétés, et qui permettent de maximiser en fait l'intelligence collective sous tous ces aspects et de faciliter la création des liens et des relations. Donc au niveau de la suite, on pourrait se demander finalement, au milieu de tout ça, qu'est-ce que ça va changer en termes de relations entre les humains et les machines, entre les humains entre eux, parce que si on délègue à un avatar, est-ce qu'il y a toujours un échange humain, d'humain à humain? Est-ce que finalement le mail, c'est pas déjà de la donnée qu'on a commencé à mettre qui permettait on a mis notre donnée, puis on n'a plus besoin d'interagir, puisque la personne qui va lire la donnée qui a été mise sur le système d'information. On peut pousser la chose assez loin sur comment on en est arrivé là et dans quelle direction on va. Il y a les relations machine to machine, on parle de M2M aujourd'hui, les machines sont capables de synchroniser. L'idéal, c'est par exemple dans le secteur de l'automobile, on a le vendeur qui avec sa tablette, on choisit la couleur de la voiture et en fait le choix qu'on a fait sur la tablette, toute la chaîne derrière va être automatisée et les bonnes peintures vont être activées, toute la personnalisation va se faire de manière automatique. Ça c'est le rêve des industriels. Et une question qu'on peut se poser à titre individuel, c'est dans un environnement aussi complexe que celui dans lequel nous vivons désormais, dans un monde où les crises semblent inévitables, et la question du sens de nos actions et de nos vies se pose. En fait, il y a quand même un questionnement assez général et un mal-être qui s'installe vis-à-vis de ce questionnement. Et c'est ça qui nous amène au mouvement des makers. Le mouvement des makers, c'est un mouvement qui rassemble des millions de personnes à travers le monde. Et en fait, ces personnes, elles sont à la recherche de sens et de reprise de pouvoir à travers la création et l'action concrète. Donc l'action, c'est la création, c'est créer des objets. Hein, l'action concrète, c'est des associations humanitaires ou écologiques ou autres. Ce sont donc des créations, des actions concrètes, utiles ou non, professionnelles ou passionnées, mais surtout centrées sur l'humain. L'humain est vraiment remis au centre, on valorise l'humain, on met l'accent sur le savoir-faire de la personne. Et ça donne tout un tas d'innovations qui sont finalement assez connues aujourd'hui. Du monde des makers, du mouvement maker a émergé par exemple l'imprimante 3D grand public. C'était avec la RepRap deuxième génération, enfin, c'est le groupe de makers qui l'a créé, qui avait appelé ça comme ça, suite à un brevet qui était tombé dans le domaine public, parce que l'impression 3D, ça fait longtemps que ça existe chez les industriels, mais ça s'était jamais autant développé que quand le brevet est tombé dans le domaine public. Ce qui peut aussi poser des questions vis-à-vis des brevets. Et c'est des questions qui se posent sérieusement dans l'environnement maker. Tout ce qui est objet connecté, en fait, c'est des passionnés d'électronique qui s'amusaient à développer des objets. La réalité virtuelle, l'Oculus Rift, c'est un maker, hein, c'est quelqu'un qui a partagé tous ses plans sur Internet, qui a créé ça. Les MOOC, c'est en gros les plateformes qui permettent de se former en ligne ou de déléguer la formation à un ordinateur, parce qu'aujourd'hui on peut créer des interactions. C'est des makers aussi qui l'ont fait dans le monde de l'open source.
On parle beaucoup de Tesla, les voitures Tesla aux États-Unis. Les plans sont partagés sur Internet. Ça fait partie de l'environnement maker. Et puis il y a des personnes qui vont regarder les plans, qui critiquent et qui permettent en fait à Tesla de s'améliorer grâce à l'expertise des milliers de contributeurs qui donnent leur avis sur les plans du véhicule et son évolution. C'est l'émergence des Fab Labs. Les Fab Labs, c'est typiquement le lieu où se rassemblent les makers. Donc voilà, et c'est l'imprimante 3D qui a fait connaître surtout le mouvement maker. Sachant que ce que je viens de montrer là, le mouvement maker, il a eu une grosse impulsion en 2008 suite à la crise. Donc tout ce que je montre là, c'est ce qui est apparu entre 2008 et 2012. C'est très récent. Ça montre à quel point les choses vont vite. Donc là, on voit les imprimantes 3D se sont multipliées, elles se sont spécialisées, c'est assez impressionnant et elles sont quand même relativement abordables quand on regarde les tarifs. Il y a quelqu'un qui a détecté ça aux États-Unis, qui est assez influent, c'est Chris Anderson, qui est le rédacteur en chef du magazine Wired. Pour ceux qui connaissent un peu les magazines aux États-Unis, c'est un magazine qui est très populaire. Et lui a écrit un livre qui s'appelle Makers, la révolution industrielle. Donc c'est la nouvelle révolution industrielle. Donc c'est là c'est suite à l'émergence du mouvement des makers et à tout ce qu'ils ont implanté comme innovation, qu'on s'est posé la question de est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle révolution industrielle. Donc voilà, c'est un mouvement qui a quand même un certain impact. Et moi, pendant l'écriture de mon livre, comme je filmais les entretiens, les interviews que je menais avec les entrepreneurs et les passionnés, les chercheurs, les innovateurs, j'avais pas mal d'interviews avec des makers. Et j'en ai créé un documentaire que j'ai diffusé gratuitement sur YouTube. Et suite à ça, on est venu me proposer, lors d'un premier événement qui s'appelle Show Me the Maker, de présenter le mouvement Maker. Donc ce que j'ai accepté. Et en fait, j'ai tellement apprécié en fait, le concept de faire parler un maker sur scène pour qu'il explique ce qu'il fait, que je fais partie, maintenant je suis vice-président en charge de l'événement au sein de l'association qui organise ça. C'est un événement qui a lieu entre tous les 3 à 4 mois à Strasbourg, notamment au Shadok, proche de Rive Étoile pour ceux qui connaissent. Donc maintenant, je vais vous mettre une petite vidéo qui va vous introduire un peu mieux l'univers maker avant de rentrer un peu plus dans le détail. Nous sommes tous des rêveurs. Nous rêvons tous de changer le monde pour le rendre meilleur, pour sentir l'énergie qui nous remplit lorsque l'on construit tous en cœur, comme si nous ne faisions qu'un et que le bonheur des autres était le nôtre. Nous rêvons tous de construire ce monde pour être et rendre heureux, et gagner la confiance de l'avenir, pour donner un sens à nos actions et tous se soutenir, pour prendre le pouvoir en créant, en faisant, en fabriquant. Nous rêvons tous de réparer ce monde dont les mécaniques semblent s'être emballées. Réparer pour apprendre les uns des autres, partager les uns avec les autres, s'aider les uns les autres. Nous rêvons tous de créer, de cesser de briller par ce que nous possédons, par ce que nous achetons, et d'être valorisés par ce que nous créons et par ce que nous partageons, pour que notre imagination s'épanouisse grâce à nos réalisations. Nous rêvons de partager fièrement le résultat de notre apprentissage, de nos créations, de nos découvertes, partager des projets beaux, des projets de vie, des projets expérimentaux, des projets prétextes de rencontres. Partager pour raconter fièrement nos histoires communes. Show Me the Maker, c'est l'occasion pour des rêveurs comme nous, qui partagent les valeurs du bien commun, de la bienveillance, de l'engagement et de la différence, et la soif de découverte, de se présenter au cours d'une soirée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur showmethemaker.com. A tout de suite.
Donc pour organiser, comme vous avez vu, il y a énormément de choses hein, dans l'univers des makers. Ça va de l'électricité de forte puissance au modélisme de détail. Il y a quand on a voulu poursuivre les événements et qu'on s'est demandé finalement qu'est-ce que c'est qu'un maker et comment on fait pour les sélectionner, ça n'a pas été la tâche la plus facile. Donc là, par exemple, parmi les exemples de makers, je cite les informaticiens, les jardiniers, les architectes, les électroniciens. Il y a des militants, il y a des entrepreneurs, des associations solidaires, des cuisiniers. Enfin, c'est assez varié. Ça montre aussi l'ouverture d'esprit de cet environnement. Après, on a essayé de les catégoriser. Donc, on les a rassemblés. On a vu qu'il y avait eu des mouvements qui s'étaient rejoints. Donc, on s'est dit, il y a ceux qui sont plutôt dans le do-it-yourself, donc le faire soi-même. Il y a les artisans, il y a les passionnés, il y a les hackers, il y a les bidouilleurs. Voilà, on a essayé de catégoriser tout ça. C'était encore assez compliqué. Et finalement, on s'est dit, le maker, finalement, c'est quelqu'un qui fait. Parce que make en anglais, c'est faire, et maker, c'est quelqu'un qui fait. Donc on s'est dit, on va les définir avec des verbes d'action. Et en fait, il y a des verbes d'action qui sont assez connus dans l'univers du maker. C'est apprendre, créer et partager. Apprendre, parce que le maker, c'est quelqu'un qui est curieux, qui va explorer, qui va apprendre, qui a vraiment envie de s'alimenter de connaissances, de savoir et de savoir-faire. C'est quelqu'un donc il apprend, mais il apprend souvent pour créer, parce qu'il a une idée derrière ce qu'il apprend. Et la création, ensuite, il va partager. Il va partager à la fois ce qu'il a réussi à créer, mais comment il a réussi à le faire pour que d'autres puissent faire la même chose que lui. Donc après, c'est un cercle, hein, puisqu'il a partagé, il a transmis, d'autres apprennent, et puis on est vraiment dans un cercle vertueux. Le mouvement maker, en fait, quand on cherche un peu son origine, on voit que c'est la convergence de pas mal de mouvements, de pas mal de volontés. Ça va du mouvement du libre et de l'open source dans le logiciel informatique, au do-it-yourself, donc le faire soi-même. Ça rassemble ce qu'on appelle les tiers-lieux. Donc ces environnements dans lesquels on peut se retrouver pour faire ensemble. Ça rassemble les causes d'intérêt général, etc. Et si on zoome un peu sur le do-it-yourself, le do-it-yourself, c'est né dans les années 60, et la volonté du do-it-yourself, c'était plutôt la culture alternative. C'était la volonté de faire différemment et de aller un peu dans le sens opposé du système qui était en train de se mettre en place. Dans les années 90, c'est le libre et l'open source qui se créent, avec les trois acteurs qu'il y a ici. C'est Richard Stallman, Eric Raymond et Linus Torvalds. Richard Stallman, c'est l'inventeur du logiciel libre. En informatique, le logiciel, en fait, on va en parler sous forme de code source. Le code source, c'est des plans en architecture, enfin l'équivalent de plans en architecture, de partitions en musique, de texte en littérature, de schémas structurels en électronique. Et dans le monde du maker, on considère tout ça en fait. Là où l'open source se limitait au logiciel, dans l'univers des makers, on considère que tout ce qui peut être expliqué, tout ce qui peut être schématisé, décrit, peut suivre la même logique que le libre et l'open source. Et donc il y a tout ce qui est la déontologie et la morale, etc. Derrière l'open source est présent à tous les niveaux dans le mouvement des makers. Donc là, c'était pour expliquer que c'était des règles. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Linus Torvalds, c'est celui qui a inventé Linux pour ceux à qui ça parle. Donc c'est un système d'exploitation qui est open source. On a donc parce que c'est plus simple quand on a des exemples concrets pour voir ce qu'apporte l'open source. Le libre et l'open source dans le quotidien et dans l'univers des makers. On va prendre l'exemple de trois personnes, Julie, Paul et Benoît. Julie, elle a envie d'acheter une maison, donc elle la commande à Paul. Et Paul, elle le paye pour faire la maison, au prix de la maison, évidemment. Et Paul construit la maison et lui livre la maison. Donc là, rien de compliqué. Benoît fait la même chose, il a envie d'une maison, il paye le prix de la maison. Paul
construit la maison et livre la maison. La Julie, elle a envie d'avoir un jardin, donc elle commande un jardin, on lui installe le jardin, et elle paye le prix de la modification, donc qui est l'implantation du jardin dans sa maison. Donc jusque-là, c'est simple. Maintenant, on va parler du libre et de l'open source. La logique open source, c'est quoi? C'est Julie qui commande une maison, qui paye la maison. Paul construit la maison et livre la maison. Donc jusque-là, il n'y a pas trop de différence. Et c'est là qu'on commence à rigoler. Benoît, il commande une maison avec piscine, parce qu'il a la possibilité de le faire avec la logique que je vais décrire, de s'imaginer une piscine. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que Paul, il va pouvoir livrer la maison qui avait été commandée par Julie, et donc ce que Benoît va payer, c'est juste le prix de la piscine. Et ce qui est génial, c'est que Julie, elle va aussi bénéficier de la piscine. Parce que la modification, elle va être apportée à tout le monde. Et quand Julie va commander son jardin, elle va payer la modification du jardin. Et Benoît et Julie auront tous les deux un jardin. Donc ça, en fait, ça transforme un peu la logique habituelle du commerce et de la façon dont on facture les choses. En fait, dans le monde logiciel, comme les choses sont duplicables, la valeur ajoutée de la personne, elle est dans la modification. Et après, derrière, dans l'univers des makers, on se rend compte que c'est applicable à plein de choses, à des plans de maison, par exemple pour les enfants handicapés dans les pays en voie de développement qui n'ont pas la possibilité de faire l'acquisition de bras, de prothèses qui coûtent une fortune. Ils vont pouvoir télécharger des plans, aller dans un local où il y a une imprimante 3D, s'imprimer la prothèse et pouvoir avoir une prothèse à un prix qui est celui du plastique en fait. Oui, mais votre logique de piscine, je ne sais pas. En fait, on est sur un... Comment dire? On est dans une logique où la connaissance, c'est un bien commun. Donc ce qui a été produit une fois, il n'y a pas raison de réinventer la roue parce que ça a été produit une fois. Si jamais on doit si jamais on doit influencer ce qui a été produit une fois, c'est pour l'améliorer ou proposer quelque chose qui est plus performant. Et c'est l'idée en fait d'avancer en collectif aussi, c'est finalement arrêter de réinventer la roue. On connaît quelqu'un qui l'a déjà fait, on va utiliser ce qu'il a fait. Et nous, notre valeur ajoutée, c'est la contribution qu'on va apporter au-dessus de ce que la personne a fait. Donc c'est de la co-construction finalement. Et l'idée de la piscine, c'est parce que là, on est dans un monde virtuel. Donc dans la réalité, on pourrait imaginer que là, c'est plutôt les plans qui sont gratuits. C'est-à-dire que les plans ont été faits une fois, donc on a payé un architecte une fois, on a payé l'architecte une fois, et ensuite les plans sont disponibles pour tout le monde. Et si quelqu'un fait une action supplémentaire, c'est pour améliorer le plan. Après, l'impact derrière n'est pas exactement le même, parce que la personne qui a commandé au premier architecte une fois, elle va quand même être obligée de faire la piscine, de commander la piscine. Sauf que comme le plan il aurait été modifié, la piscine, il n'y a plus besoin de payer quelqu'un pour faire le plan de la piscine. Donc en fait, les coûts sont vraiment beaucoup réduits par ça, et on valorise beaucoup plus l'action de l'humain. Parce qu'on n'est plus dans la copie pure, on est dans, chaque fois qu'il y a une commande qui est faite, on valorise la personne qui travaille pour soi. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair. En fait, c'est quelque chose qui est... là, en essayant de simplifier, j'ai pris une position. En fait, ça change aussi tout un tas de logiques au quotidien dans une entreprise. Donc, c'est vraiment toute une philosophie qu'il y a derrière. Le plan, il est gratuit après. Ouais, le premier. Le premier, oui, il est plus cher, ouais. Mais du coup, c'est le plus pressé qui paye. mais aussi, celui qui paye en premier, après, toutes les modifications, pour lui, elles sont gratuites. Parce qu'il... Oui, s'il peut les faire, ouais. Mais sur du logiciel, il télécharge, donc...
Mais après, en réfléchissant plus loin, on peut quand même trouver des similitudes et des avantages à fonctionner comme ça. Parce que le mouvement maker exploite cette chose-là, donc il y a tout un tas d'exemples. J'aurais pu en donner, mais après, on passe 3 heures. Je pense que c'est déjà assez complet, je pense, ce que je délivre, mais je peux donner des exemples concrets derrière en termes de réalité. Le mouvement des makers, il a en fait de ce mouvement a émergé le crowdfunding, le financement participatif par la foule. Ça vient du mouvement des makers. On a un projet, et on demande à d'autres de contribuer, de prendre le risque de payer. Et si ça émerge, ça va leur bénéficier. Si ça émerge pas, ben, tant pis, ils auront soutenu un projet qui pouvait leur tenir à cœur. Au niveau des tiers-lieux, donc les endroits où on trouve les makers, en fait, il y a les tiers-lieux virtuels. C'est des plateformes, c'est les forums, c'est YouTube, c'est tout endroit en fait où on peut échanger, mais c'est aussi des lieux physiques, donc autour de meet-up, donc soit des conférences, soit des événements ou de networking, ou ça va être les Fab Labs, en fait Fab Lab c'est une licence, donc en réalité le lieu qui se trouve derrière le Fab Lab c'est soit un hackerspace, soit un makerspace, voilà. Enfin, c'est pour les experts des makers pour faire la différence. Et donc, ce mouvement maker, il se repose sur des valeurs qui sont très fortes, qui sont le bien commun, qui sont le collectif, l'esprit d'initiative, l'engagement, la bienveillance, l'ouverture, la reconnaissance, l'exploration, la responsabilité et le concret, surtout le concret. Et on se rend compte que la manière de fonctionner, d'apprendre, de se développer de ce mouvement, c'est très proche de la pédagogie nouvelle. En fait, on applique dans ce mouvement ce qui est défendu depuis toujours dans la pédagogie nouvelle, et ça fait le lien avec le témoignage dont je parlais au départ de cette enseignante qui a eu son petit enfant lituanien qui entrait dans sa classe ne parlant pas allemand et qui parlait un anglais parfait. En fait, ça transforme complètement la façon d'apprendre et de se développer, cette philosophie. Et on en vient à la génération Y et à la pensée réseau, puisque c'est la génération Y qui est la première génération impactée par ça et qui est la première à changer de modèle de pensée par rapport à ça. Enfin, il y a eu plein d'autres changements avant, hein, si on retrace les révolutions industrielles, etc. Mais aujourd'hui, c'est la modification qu'on note le plus. Et dans cette nouvelle génération, le pouvoir et la valorisation de chacun ne sont plus liés à l'information gardée secrète, donc à l'expertise qu'on a, c'est plutôt lié à l'information partagée. Plus on partage, plus on est valorisé, plus on va faire appel à soi, et c'est comme ça que les réseaux fonctionnent, c'est comme ça qu'on est reconnu au sein de communautés. Et ça, en fait, c'est un renversement de philosophie. Là où avant on gardait une information secrète, il faut absolument la partager parce que c'est ça qui fait qu'on va être détecté. Enfin, c'est un peu lié. Alors, c'est contre la philosophie maker. Parce que l'imprimante 3D, la révolution de l'impression 3D, c'est né parce qu'il y a un brevet qui est tombé. Donc en fait, le brevet peut être défendu. Hein. Moi, je vois les différents aspects parce que j'entreprends moi-même. Mais dans le mouvement maker, il y a tout. Hein. C'est comme c'est un mouvement qui est ouvert et qui inclut des entrepreneurs et des entreprises aussi. Le débat est complètement ouvert, mais il ne faut pas négliger. En fait, il y a une vraie réflexion à avoir sur est-ce que le brevet que je suis en train de déposer, il n'est pas en train de bloquer quelque chose qui pourrait se développer. Il y a des brevets qui ne sont jamais exploités jusqu'à ce qu'ils soient ouverts. Et donc, ça veut dire qu'il y a un retard qui est pris sur le développement de la technologie qui était relative au brevet. Donc, ça, il y a... Alors, vous mettez un chinois au milieu de tout ça. Oui, en plus la notion de propriété intellectuelle et industrielle est différente en fonction des pays. Et donc, un brevet, finalement, potentiellement, quand on expose un brevet, dans un autre pays, ils n'ont pas exactement la même vision du brevet et donc ils vont exploiter l'information qu'on a diffusée en pensant se protéger. Donc, il y a plein, voilà, autour du brevet, il y a plein de discussions qui peuvent avoir lieu. Mais en tout cas, le mouvement maker, lui, il soutient plutôt le partage. Il y a ce qu'on appelle les Creative Commons,
qui sont vous protégez ce que vous avez créé et votre nom rattaché à cette création parce que vous avez partagé, vous avez permis à d'autres, vous avez partagé les plans en fait et vous permettez à d'autres de les exploiter. Mais comme c'est votre nom, parce que aussi cet élément-là, je suis passé très vite sur l'open source, les règles de l'open source, mais en fait le nom qui est rattaché à une invention doit toujours être cité. Du coup, si des gens exploitent ce que vous avez mis en ligne gratuitement, comme il y a votre nom dessus, c'est vous qui serez appelé. Et c'est aussi cet effet-là qui est généré par le partage. C'est que vous êtes vraiment identifié comme l'expert. Et donc ça vous valorise réellement. Et vous n'êtes pas identifié comme quelqu'un qui bloque, vous êtes au contraire identifié comme quelqu'un qui a envie de partager. Et vous facturez derrière hein, les prestations qui sont associées aux sollicitations. Et dans l'open source, il y a des gens qui vivent très 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 bien. Et voilà, donc on n'est plus jugé sur la capacité à copier des standards, mais à faire de l'unique ou de nouvelles briques sur un existant. Et donc, il y a autre chose, parce que là, le niveau complexité, moi, je l'ai calqué un peu sur la démographie. On a une démographie qui augmente énormément au cours des années. Et en fait, qu'est-ce qu'elle permet, cette démographie, à partir du moment où on arrive à s'organiser, à exploiter les outils, les nouveaux outils qui apparaissent. Ce qui se passe, c'est que les groupes d'experts sur des sujets bien précis deviennent de plus en plus gros. Et donc, on a des groupes de personnes de plus en plus conséquents qui sont capables de lutter pour des causes, qui sont capables de faire des recherches sur des thématiques très précises, parce que avec la croissance de la population, il y a aussi le nombre de cerveaux qui augmente et le nombre de spécialistes qui croît autour de sujets particuliers. Donc ça, c'est aussi un aspect qui est intéressant. Et à titre professionnel, comment on peut aider les entreprises à faire face aux nouveaux défis qui s'annoncent dans ce monde maillé et complexe? Comment est-ce qu'on se repère avec un monde qui est complètement changeant et qui n'a pas fini de changer et qui devient de plus en plus complexe? En fait, c'est sur ça que moi j'ai réfléchi en créant la société LionUp. En fait, on revient un peu sur le lien où il y avait l'empathie et la communication. LionUp va se concentrer vraiment sur la création de ce lien. Parce que, sauf que là, on va remplacer les deux individus qui sont là par les nœuds. Donc ça va être des sociétés, ça va être des collectivités, ça va être toutes les structures complexes. Et on va chercher à faire des liens entre des structures complexes. Parce que LionUp, en fait, d'abord, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, donc c'est une société qui appartient à la fois à ses salariés et à ses adhérents. Et l'objectif de cette société, c'est de créer une plateforme en ligne qui, d'un côté, permet aux offreurs de solutions et structures d'accompagnement de référencer leurs offres, donc ce qu'ils ont à vendre, que ce soit des expertises, des produits finis ou autres, et de l'autre côté, à des porteurs de projets d'inscrire leurs besoins et d'être orientés vers les bonnes structures d'accompagnement. Et en fait, on est parti d'un constat assez particulier, donc d'abord en France, qui est le constat que l'économie française se repose énormément sur les réseaux de TPE-PME, donc les petites entreprises. Et ces petites entreprises, qui du coup sont stratégiques pour l'écosystème des entreprises en France, ont beaucoup de difficultés à investir dans l'innovation et dans la compétitivité, parce qu'elles ont des budgets qui sont assez réduits quand on compare par rapport aux grosses PME allemandes, par exemple. Sachant qu'en Allemagne, ils vivent le même problème que ça, mais avec d'autres contraintes. Et on prévoit, il y a un rapport qui a été émis par le GIFAS, qui est la grande association aéronautique en France, qui dit qu'en gros 50% des entreprises, des TPE-PME françaises et allemandes sont sur le point de disparaître dans le secteur de l'aéronautique dans les années futures. Donc 50% de disparition de TPE-PME dans un secteur qui est assez important en France. Ça, c'est quelque chose qui a été détecté depuis longtemps par les structures publiques, par les collectivités et les régions. Et il y a eu tout un tas d'initiatives qui ont été mises en place. Il y a eu la création de CRT, de SAT, de maisons de l'emploi, etc. pour gérer les problématiques à la fois d'emploi, pour gérer les problématiques de recherche et innovation, etc.
Sauf que le problème, c'est que les TPE-PME, par définition, elles sont nombreuses. C'est plein de petites sociétés qui, ensemble, réalisent des projets qui, en bout de chaîne, se transforment en voiture, en avion, etc. Et comme elles sont nombreuses, ça coûte cher d'aller leur expliquer de quel dispositif elles peuvent bénéficier. Et donc, du coup, les dispositifs qui ont été créés et qui sont subventionnés pour les aider, c'est utilisé par les ETI et les grands groupes. Donc, finalement, le problème reste le même et ça, c'est assez inquiétant. Et en parallèle de ça, comme je disais plus tôt, les ETI diminuent en taille puisqu'il y a toute cette optimisation qui se fait, que ce soit par l'organisation ou parce qu'il y a des outils aujourd'hui qui permettent de réduire le personnel. On a des réseaux de sous-traitants qui continuent à se multiplier, donc la visibilité continue à devenir encore de plus en plus complexe. Et on a en parallèle des indépendants qui sont qualifiés, qui n'ont jamais été aussi nombreux sur le marché à offrir des compétences. Aujourd'hui, cette situation s'est présentée comme une faiblesse en France. On dit finalement c'est une faiblesse d'avoir des petites entreprises, des très petites entreprises, sauf qu'en réalité, du point de vue des nouvelles technologies, c'est une superbe opportunité parce que la petite taille des sociétés les rend agiles et flexibles. Et là, à partir de ce moment-là, on a deux options. Étant donné que ce qu'on constate, c'est qu'il y a un vrai besoin de visibilité des compétences et des écosystèmes locaux en France ou à une échelle plus grande au niveau de l'Europe. Donc la première option, c'est, on se dit, comme le besoin est avéré, on laisse les GAFA et les BATX, donc les Google, Facebook, Amazon, etc., développer une solution qu'on sera obligé d'utiliser parce qu'ils ont les moyens de nous faire utiliser leur solution et mettre les données qui nous concernent sur leur solution. Et dans ce cas, je vous ai expliqué un peu l'impact que pouvait avoir à partir du moment où une société a à la fois les données, donc les avatars de chacun, et là on parle de société, donc c'est des données qui sont stratégiques, des comportements d'entreprise, des écosystèmes, etc. À partir du moment où on a ces comportements et où on connaît les liens, vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Donc utiliser une solution qui serait issue du GAFA ou du BATX, finalement on se rend dépendant et potentiellement ils peuvent voler des marchés. Et l'option 2, c'est on développe une plateforme et qui respecte les enjeux suivants. Les enjeux, c'est protéger la gouvernance des entreprises sur leurs données, faciliter la navigation au sein des écosystèmes, renforcer la capacité des structures d'accompagnement existantes, augmenter l'ambition des projets et leur réussite, renforcer les écosystèmes d'entreprises françaises et européennes et gagner en valeur ajoutée à l'échelle du monde et arrêter de chercher l'économie. En gros, on parle beaucoup d'économie depuis quelques années. Là, il y a le système de retraite qui est remis en question. Il y avait la sécurité sociale à un autre moment. En fait, on parle énormément d'économie. Finalement, on dévalorise beaucoup. On se dévalorise beaucoup et même au quotidien, dans la culture française, on a tendance à se dévaloriser. Donc, c'est assez représentatif. Quand on parle avec un Américain, on a l'impression qu'il est génial, alors que c'est juste qu'ils ont l'habitude de faire les coqs, mais mieux que nous. Et en fait, en se positionnant comme ça, en se dévalorisant, on oublie qu'on peut créer de la valeur ajoutée. Donc créer des nouvelles industries, se positionner sur des projets qui sont d'avenir, qui sont porteurs pour le pays, etc. Et finalement, si on arrive à gagner en valeur ajoutée, la question de l'économie, elle se pose beaucoup moins. D'ailleurs, dans la Silicon Valley, à San Francisco, il y a 4 ans, le SMIC a été élevé à $25 par heure. Enfin, c'est pour donner une idée de la différence d'échelle. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement pourquoi cette plateforme logicielle n'existe pas. C'est parce qu'elle n'est pas simple à faire. On ne connecte pas des écosystèmes d'entreprises, des systèmes complexes comme on connecte des individus. Il y a eu beaucoup de tentatives de plateformes. D'ailleurs, vous avez sans doute déjà été sollicité par des sociétés qui font des plateformes pour référencer sur des secteurs bien précis, que ce soit de la formation, une expertise en particulier. Sauf qu'à chaque fois, en fait, ces plateformes, elles sont très localisées. Donc, il y en a qui fonctionnent,
parce que justement elles sont localisées et rattachées à un business model qui colle à ça. Et les plateformes qui ont un but plus industriel, ou de plus de grande échelle, la difficulté, c'est que comme elles se concentrent sur les individus, elles considèrent les sociétés comme des individus et pas comme des systèmes avec des hiérarchies, etc. Donc elles n'introduisent pas cette complexité, sachant qu'il y a la complexité à gérer par la plateforme, mais il faut simplifier pour l'utilisateur derrière. Donc c'est tout un tas de facteurs qui font que c'est difficile. Donc l'INUP, en fait, ce qu'on a fait, ce qu'on fait de différent, c'est qu'on se concentre sur la confiance et l'empathie. La confiance, parce que premièrement, on est une société coopérative d'intérêt collectif, donc la société appartient à ses adhérents qui participent aux décisions importantes de la société. Les adhérents sont consultés dans le cadre de la conception de l'outil logiciel, donc ils influencent l'évolution de l'outil. Et enfin, les données qui sont fournies par le collectif sont protégées sur la plateforme. Et elles sont protégées sur 3 axes, au niveau des infrastructures, hébergées en France, ça respecte les plus hautes normes de sécurité, ISO 27001. On est RGPD, donc on demande si la personne a envie de partager l'information avant de la partager. Enfin, c'est le genre de petites règles, voilà. Il y en a des plus conséquentes. Et enfin, et ça c'est ce qui est finalement jamais respecté, une start-up qui développe une plateforme avec le point de vue start-up, si elle est revendue dans les 5 ans, donc elle a convaincu des sociétés de mettre leurs données stratégiques, donc les besoins, les offres, etc., sur une plateforme, on voit les liens qui sont créés, et dans les 5 ans, la start-up à qui appartient la plateforme est revendue à un Américain, un Chinois. Les données, on a beau avoir respecté les 2 premières étapes, les infrastructures ou les RGPD, les données, elles appartiennent au nouveau propriétaire, donc il en fait ce qu'il veut derrière. Et là, on revient à ce qu'on peut faire une fois qu'on a des données, des avatars et des liens. Et donc ça, c'était la confiance, et maintenant l'empathie. L'empathie, donc c'est le concept derrière, c'est l'intelligence collective augmentée par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que quand quelqu'un va rentrer son besoin, il va d'abord être orienté par l'intelligence artificielle vers des personnes au sein de réseaux qui peuvent être donc la personne, le bon interlocuteur, comme dans un cabinet médical, hein. Ça peut être le bon interlocuteur, ou sinon il va nous traiter et nous réorienter vers un autre, ou sinon il peut y avoir des réponses groupées. Donc ça, c'est l'organisation en alliance. On fait fonctionner à la fois un moteur de recherche avec une intelligence artificielle et les réseaux d'êtres humains avec un outil logiciel qui est très simple d'utilisation. Donc il y a à la fois de la méthodologie, de l'intelligence collective et de la méthodologie, puisque la façon dont on pose des questions sur l'offre et la façon dont on pose des questions sur le besoin, c'est ça qui permet de faire converger les deux. Parce que quelqu'un qui a un besoin, il ne sait pas forcément l'exprimer son besoin. Et des fois, il va l'exprimer d'une façon, ça va l'orienter vers une personne, et en fait, la personne, elle va se rendre compte qu'elle ne répond pas du tout aux besoins. Et donc le fait de considérer les réseaux là-dedans, ça apporte beaucoup. Et l'idée du guichet unique, c'est l'idée de l'open source. C'est finalement ce qui finance la plateforme, c'est les abonnements. Mais c'est aussi quand un investisseur ou un contributeur va mettre une somme d'argent, ça va permettre de développer de plus en plus de fonctionnalités. Et aujourd'hui, donc on se demandait pourquoi les plateformes n'avaient pas eu de succès, parce qu'il y a les institutions aussi ont créé des plateformes. Le problème, c'est que ces plateformes, tout le monde veut développer sa propre plateforme. Et quand tout le monde veut développer sa propre plateforme, c'est l'idée de la maison et de la piscine. On a juste la maison sans la piscine. C'est-à-dire qu'on a copié le même modèle partout, on a dépensé des centaines, des millions d'euros, le tout cumulé, alors que cette somme d'argent, elle aurait pu servir pour faire une plateforme avec des briques à valeur ajoutée. Chaque brique correspond à une somme d'argent qui a été mise. Donc voilà, c'est la fin de la présentation. Je vous remercie. S'il y a des personnes qui sont intéressées par l'INUP, par le concept, pour en parler, n'hésitez pas à me contacter ou à venir vers moi. Puis je vous remercie, j'espère que ça vous a plu.